Dès que je rencontre un photographe qui a du talent et qui me montre un sujet intéressant, c'est une belle histoire. Hein. Cela dit, on en vit beaucoup de belles histoires. On s'est rencontrés à Perpignan, j'en avais vu déjà beaucoup. Et puis, c'était à l'étage des collectifs. Hein. Le dernier jour, la dernière heure, la dernière minute, je crois qu'il n'y avait plus personne d'ailleurs. Quasiment on rangeait, tout le monde rangeait. Et puis je l'ai vu arriver, on ne se connaissait pas. Non, je l'ai reconnu sur photo. Je l'ai vu arriver avec, il avait les yeux allumés du mec qui vient de loin. Hein. Et puis il me, comme d'habitude, hein, il me montre un sujet, comme le photographe me montre un sujet. Voilà. Sur mon petit orba, sur mon portable, et voilà. Et il me dit... J'ai un sujet pour toi, je pense, un truc qui fait comme ça, je sais plus... Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont un sujet, tu sais, tu dis, j'ai un sujet pour toi. En fait, c'est un sujet pour le magazine. Oui. Moi, c'est le magazine. Ouais. Sans le magazine, je suis à rien. Donc, j'ai un sujet pour Géo. Pour Géo, voilà. T'avais pensé Géo, quand même. Bah oui, je t'ai reconnu. Donc, Mais quand tu l'as fait, t'as pensé à Géo? Enfin, quand tu fais le sujet, quand même. Oui, j'ai pensé à Géo, National Geographic. Oui, j'imagine, t'avais déjà... J'avais ces deux en tête. C'était ça mon objectif. Et voilà. Donc, ça s'est passé super bien, parce que en fait ce qui est rigolo, c'est que pour cette communauté, les Bicheneuil, je m'étais engagé auprès d'eux, donc on remonte en 2007, début 2007, où ils m'ont ouvert leurs portes, parce qu'au début c'était quand même très très fermé, ils voulaient pas, enfin voilà, et donc j'ai réussi à... Excuse-moi, ils voulaient pas, c'est-à-dire pourquoi ils voulaient pas? Parce que la photo est interdite sur le lieu saint, même pour eux. Ah. Donc lors des festivals et les feux sacrés, tout ça, ils n'ont même pas le droit, quoi. Donc c'était ça le gros handicap. Et donc je leur ai expliqué, j'ai rencontré les bonnes personnes et j'ai été présenté aux responsables religieux, donc la plus haute sommité religieuse et la plus haute sommité politique chez les Bicheneuil. Et en fait, je leur ai dit voilà ce que je veux faire. Moi je veux juste, je veux pas qu'il y ait des touristes qui viennent, vous embêter. Enfin voilà, c'est pas du tout le but. Le but c'est de promouvoir votre philosophie et que le monde s'en inspire. On ne connaît pas, ça serait vraiment intéressant que les gens occidentaux, qu'on leur fasse une petite piqûre de rappel, voilà, on peut vivre autrement. Et au début, ils m'ont regardé un peu bizarre. Tu penses vraiment que nous, on a quelque chose à apporter, enfin voilà. Et finalement, ils m'ont dit ça a l'air pas mal, là. Enfin, on te fait confiance. Tu vas présenter ça lors du festival. Donc il y a eu un gros festival dans le désert, religieux, enfin voilà. Et il y avait une énorme tente avec 60 000 personnes. C'était aussi un peu meeting politique, enfin voilà. Et donc c'est lors de ce festival que j'ai été introduit et présenté devant tout le monde. Et ils m'ont dit voilà, ils ont expliqué ce que je voulais faire, que je voulais promouvoir leur philosophie. Et donc tout le monde a trouvé ça très bien, ils ont accepté, et ça a été validé par le chef spirituel, Bicheneuil, et voilà. Et après ils m'ont dit, voilà, maintenant tu as accès à tout, tu peux photographier même les lieux saints, et en fait, le fait d'avoir rencontré d'être présenté devant autant de personnes, ça m'a pas sauvé la vie, mais j'ai eu quelques fois c'était très tendu, parce que tout le monde ne savait pas que je faisais ça. J'étais premier blanc, enfin voilà, lors de ce festival, sur une des images qui est dans Géo, où on voit l'énorme feu, j'ai failli, 2 minutes après avoir fait cette photo, j'ai failli me faire frapper et qu'on me casse tout mon matos. Donc j'étais là, oula, ça a commencé à partir. Attends, je t'arrête juste, parce que tu dis écologiste avant la lettre, parce que quand même c'est ça qui est scotchant, mais surtout quand même écologiste, qui respecte la biodiversité animale, la biodiversité végétale, mais ils sont quand même à 2 doigts de te casser le matériel, voire de te casser la figure. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont écologistes, mais ils sont activistes. C'est pas juste des éco-guerriers de l'époque. C'est des écolo-warriors. En quelque sorte. Des écolo-warriors. Mais du 15e siècle, parce que quand même, l'histoire incroyable, parce que quand il me dit j'ai un sujet pour toi, ce qu'il voulait dire là devant la caméra, c'est juste qu'il me dit j'ai rencontré des gens dans le désert du Tahar, hein, c'est bien ça, au Rajasthan, et ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont grosso modo écolo avant la lettre, parce que depuis le 15e siècle, j'allais dire, ils sont complètement engagés au niveau de la défense, de la biodiversité animale et végétale. C'est quand même comme ça qu'ils me présentent le sujet en me disant il y a un gourou à cette époque-là, au 15e, à qui il rend hommage d'ailleurs depuis, qui leur dicte grosso modo, c'est un peu les tables de la loi version désert, ils reçoivent les tables de la loi, tu défendras la gazelle et la plante, et tu seras puni si tu ne le fais pas. On est quand même dans quelque chose, on est quand même au 15e siècle, on est quand même dans un truc extrêmement contemporain dès cette époque-là. Ouais, en fait le gourou a une vision, il voyait l'homme détruire l'environnement, il leur a dit vous pouvez plus continuer comme ça.
Sinon, vous aussi, vous allez mourir. Enfin, voilà, c'était aussi simple que ça. Et il leur a donc dicté ces 29 règles, comme tu disais. Et voilà, donc... si on a un peu d'humour, c'est ça qui peut être drôle, remarque. C'est de se dire en même temps, imagine le mec au 15e siècle, il dit à des types, au 15e siècle, il leur dit que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Nous, on est au début du 3e millénaire, et t'as Al Gore et toute une quantité de personnes qui disent vous ne pouvez plus continuer comme ça. Je veux dire, c'est quelque chose d'inquiétant et en même temps finalement d'assez positif parce que on pensait qu'on était parmi, enfin, les gens qui nous posaient les questions pensaient qu'on était parmi les premiers à devoir se les poser, mais finalement il y en avait d'autres qui se l'étaient posés il y a longtemps, non? C'est quand même assez drôle ça. C'est assez étonnant. Enfin, c'est étonnant. C'est étonnant. Et en fait, il y a un autre point aussi, c'est qu'il n'a pas seulement converti des personnes plus ou moins sensibles à l'environnement, peut-être des paysans, enfin voilà, mais il a converti, il y a des gens de toutes les castes, ce qui est complètement unique en Inde. Ouais. C'est que c'est une communauté trans-caste. Ouais. C'est parti il y a des brahmines, il y a des rajputs, il y a des jats, enfin voilà, c'est une communauté paysanne qui est la plus grande représentation des sous-castes chez Bishnoi. Il y a des musulmans et il y a même des intouchables. C'est complètement dingue. Donc en fait, c'est une caste, et c'est la seule en Inde qui est transcaste. Enfin, qui est recrutée et qui, pour l'instant, là, elle ne recrute pas forcément, mais on peut devenir Bishnoi si on suit ses règles, et après, il y a juste un moment, il faut rencontrer un prêtre qui va... il faudra boire de l'eau sacrée, et on peut devenir Bishnoi. Enfin voilà, c'est quelque chose... Et ça, c'est valable depuis le début. C'est valable depuis parce que c'est ça qui est étonnant sur le côté système sans caste, parce que normalement, on est bien d'accord, ça paraît... C'est aboli, le système officiellement, juridiquement, le système des castes est aboli. Chaque fois moi, que je parle du système des castes à des gens, genre chercheurs en Inde, quel que soit leur domaine, ils me disent non, mais vous dites une bêtise, il n'y a plus de système des castes. Bon, mais ça reste et ça perdure quand même dans la structure au jour le jour. Ouais. Mais à l'époque, effectivement, c'est quand même un truc assez révolutionnaire. Parce qu'il y a que le bouddhisme après qui avait cassé le système des castes, c'est le bouddhisme. C'était la grosse raison d'expansion du bouddhisme au départ, c'était ça. Exactement. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle aussi énormément faut le savoir, mais c'est intéressant parce que je trouve que c'est en contre-champ de ton sujet. Énormément d'hindous se sont convertis à l'islam parce que tout d'un coup il n'y avait plus de caste. Donc ça existe, ça explique aussi ce système-là, des passages et des conversions comme ça intéressantes. Et au christianisme. Et au dans le sud de l'Inde, il y a dans le Kerala, d'intouchables. Exactement. C'est intéressant. Hein, c'est assez. Donc là, défense de l'environnement, le 15e, pas de casse, on est tous unis dans la même bagarre. Exactement. Voilà, c'est un peu ça, et ça a marché. Enfin, c'était pas gagné d'avance. Alors, et ça marche. Enfin, toi qui étais sur le terrain. Moi, je l'ai vu. Enfin, ils sont prêts à mourir pour sauver des animaux sauvages. Enfin, des gazelles. Ils ont quand même, grâce à leur engagement, ils ont pu préserver les antilopes noires et les gazelles qui sont endémiques en fait à cette zone, qui sont protégées auprès de l'UNESCO. Enfin, c'est vraiment des espèces en voie d'extinction, surtout l'antilope noire. Et grâce à leur combat, ils sont prêts à mourir pour les sauver. Les braconniers ont commencé à beaucoup moins chasser. Et il y a eu un autre cas, là c'était pour les arbres. Il y a 363 personnes, Bishnoi, qui sont mortes pour avoir voulu sauver des arbres. Ça c'est complètement ça, c'est pareil, c'est unique dans l'histoire humaine. En fait, juste pour raconter rapidement l'histoire, c'était le Maharaja Jodhpur avait besoin de bois pour faire de la chaux. Donc il envoie ses soldats là où il y a du bois. Les Bishnoi, dans leurs règles, on leur dit ne coupez pas d'arbres, mais plantez-en. Donc forcément, dans ce coin du désert, il y avait plein d'arbres. Donc ils y vont, il envoie les soldats. Et ils commencent à couper des arbres. Et là, à ce moment-là, il y a une femme qui arrive et dit « Mais vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas couper des arbres. Nous, notre foi nous interdit de couper les arbres. » Et non, ordre du roi, enfin voilà, pas possible. Continue. Et là, elle dit non. Elle s'accroche à l'arbre. C'est un peu les premiers tree huggers, comme on dit. Et elle s'accroche à l'arbre et elle leur dit « Je préfère que vous me coupiez ma tête que de couper cet arbre. » Et au début, ils l'ont pris un peu pour une folle. Et elle dit « Non, mais allez-y. » Et hop, décapite. Les 3 filles qui étaient là, qui ont vu la scène, ces 3 filles, donc elles avaient je sais pas quel âge exactement, mais elles avaient entre 10 et 18 ans. Elles ont suivi l'exemple de leur mère. Ils ont offert leur vie. Le mari qui arrive, sa femme, les 3 enfants sont morts, pareil. Et en fait, ça fait un énorme, une émule au sein de la communauté
Et plein de gens de plus de 80 villages aux alentours qui sont venus. Et ils ont commencé à. Au début, c'était des vieux. Ils disaient, ouais, moi, pour sacrifice, quoi. Voilà. Ils s'accrochent aux arbres et ils sont tués. Et au final, il y a eu 363 personnes, jeunes et vieux, sur 10 jours, ça s'est passé sur 10 jours, qui ont été massacrés. Enfin, qui ont donné leur vie. Soit ils sont tués, suicide, soit ils sont accrochés aux arbres et les soldats les ont tués. Le Maharaja entend parler de l'histoire et il arrête tout, il fait tout arrêter. Et il vient sur place, il s'excuse publiquement. Et il y a un décret royal qui a été écrit à l'époque, sur une plaque en cuivre, qui stipule texto qu'il est interdit pour quiconque, même pour la famille royale, c'est ça aussi, même pour la famille royale, de chasser sur le territoire Bishnoi et de couper les arbres sur le territoire Bishnoi. Et en fait, ça a été confirmé, là j'ai le Maharaja actuel, donc du Jodhpur, m'a reçu, donc c'est le petit-petit-fils du... Donc c'était en 1730 ce massacre. Il m'a reçu, il m'a dit oui c'est vrai, après peut-être pour le nombre, je peux pas vous garantir que c'est 363, on sait qu'il y en a eu beaucoup. 363 c'est peut-être un peu exagéré, mais bon il y a eu quelque chose et depuis que je suis petit, on en parle et on n'est jamais allé chasser, on a des réserves de chasse privées, et voilà, on ne va pas couper d'arbres, on les embête pas, on respecte maintenant. Et ils ont quand même réussi à faire changer une mentalité qui est quand même guerrière, les Rajputs, c'est des guerriers, ils veulent chasser, enfin voilà, et les arbres n'ont pas une valeur importante. Donc voilà, ils ont quand même réussi à faire changer les choses à l'époque. Et les arbres, il y en a toujours? Bah oui, ils en plantent tout le temps. Donc après ce festival, depuis le début, mais depuis ce festival, ils plantent minimum, il y a un festival donc, qui est organisé pour commémorer ces morts. Chaque année, chaque famille est obligée de planter un arbre. Minimum. Et il y en a qui en plantent beaucoup plus. Enfin, j'en ai rencontré. Donc lui, c'est le recordman des plantages d'arbres. C'est un vieux monsieur, maintenant il a 70 ans, et il a planté plus de 22 000 arbres dans sa vie. Et donc il est paysan, il n'a rien. Il n'a pas grand-chose au niveau ressources, donc il achète des plants, et il va même les offrir aux écoles pour les planter, enfin voilà. Et il va partager, enfin, pas pour lui, mais pour un Bishnoi en général, ils sont obligés de partager leur récolte, donc avec les animaux, mais aussi l'eau avec les arbres pendant 2 ans. Ils vont planter un arbre, c'est le désert. Il faut imaginer, voilà. C'est la question que j'allais te poser parce que j'aurais juste revenir là-dessus 2 minutes parce que je regardais l'image là. Je ne sais pas si on la voit à la caméra, mais on a cette image de Bishnoi, donc avec leur couleur. Alors c'est le prêtre en orange, ouais. Voilà. Et on voit bien que c'est un désert. On voit bien un petit peu le mouvement de sable, des dunes, et alors on voit des arbres dont on voit bien qu'ils ont été plantés, quoi. Qu'il y a quelque chose, c'est de l'ordre de la plantation, là, la façon dont on regarde ça. Or, quand même, ce gourou, il dit à des gens qui vivent dans le désert. Avec les problèmes que l'on connaît aujourd'hui de désertification et tout ce que ça veut dire, on est quand même dans un écosystème là très particulier qui mérite en fait d'être protégé. Alors moi, j'ai un peu envie de te demander aussi, est-ce que tu penses que ce qui s'est passé là, dans ce désert-là, qui vit des problèmes de désertification, etc., est-ce que c'est quelque chose qui pourrait s'exporter dans d'autres déserts, notamment au Sahara, par exemple, même si au Sahara, énormément de choses sont en train de se faire, ils sont en train de replanter, ils montent même des vides dans le sud du Sahara, mais est-ce que c'est quelque chose qui... Je pense que oui. Enfin, il y a des actions qui sont faites dans le désert du Sahara, mais c'est vrai que ils pourraient peut-être être moteurs, on pourrait les montrer en exemple. Enfin... Moi, l'idée, c'est vraiment qu'ils... ils ont un enseignement de terrain, c'est ça que je veux dire. Ils connaissent le désert et ils savent... Voilà. En fait, ils ont des règles le gourou leur avait donné quelques règles très basiques. Pour planter un arbre, déjà, creuser un trou dans le sable pour qu'il soit protégé contre le vent. Déjà, première chose. Deuxième chose, il leur a dit, bon, ça c'est lié à la foi, de partager l'eau personnelle. Donc, en été, pendant 2 ans, on va planter un arbre pour partager sa propre eau avec cet arbre, pour pouvoir l'arroser tous les jours. Et troisièmement, c'est faire des dunes. Faire des grandes dunes. En gros, l'idée, c'est très simple, c'était couper le vent. L'idée est très bête, mais ils les font eux-mêmes. Ils ne vont pas attendre que... c'est ce que tu montres dans exactement, le sujet. On les voit aller chercher, et ils montent les dunes eux-mêmes. Ils les montent eux-mêmes. Lors des festivals, ils font tous des dunes. Enfin, c'est assez impressionnant. Et ça permet aussi de limiter la désertification, quoi. C'est pas pour rien qu'actuellement, le désert du Thar, c'est le désert le plus peuplé au monde, alors que c'est le plus aride. Donc l'homme a quelque chose à voir là-dedans. Enfin, l'homme détruit, dans beaucoup de cas, mais là, voilà. Mais toi, tu es resté combien de temps? Moi, je suis allé 3 fois 2 mois. Donc première fois, c'était mars-avril 2007.
septembre-octobre 2007 et dernière fois c'était mars-avril 2008. Donc j'ai fini. Et tu connaissais d'autres déserts avant? Tu avais déjà été dans un désert? Je connaissais le désert du Thar, j'avais été en 2002 pardon. Mais je connais le Sahara, je le connais pas. Par exemple, oui, non, Sahara, je connais pas, mais je connais. Enfin, j'ai vu des articles, j'ai vu des choses sur le Sahara, mais enfin, c'est assez impressionnant à voir quand même, quoi. Déjà le désert, bon, c'est le désert, mais quand on voit des taches de verdure comme ça au milieu, avec des animaux qui se baladent, on se dit mais c'est irréel. Enfin, qu'est-ce qui se passe là? Et en même temps, c'est des oasis. Ouais, voilà, c'est un style d'oasis, mais c'est des oasis qui ont été pas forcément liés à un point. Enfin, si, ils vont faire des villages près des points d'eau, mais c'est pas aussi flagrant non plus que dans le désert du Sahara. Dans le désert du Sahara, on va pas voir des gazelles qui vont se balader aux alentours du village, qui vont manger dans la main des gens. Oui, peut-être. Ouais. Ah, peut-être. Il y a peut-être des communautés. À l'époque, voilà. Le Sahara justement était possible. Vert. Ouais. Philippe Lafont avait travaillé un peu sur ça. Il y a des crocodiles avec des mares. Enfin, tu vois, tu avais tout ce désert là. Ouais. On y pense, hein. On y pense, On regarde ça parce qu'on se dit, voilà, effectivement. Et alors, sur l'avenir, comment tu sens, on sait un peu ce qui va se passer, c'est-à-dire, c'est un pari finalement qu'ils remportent depuis le 15e siècle. Donc, voilà, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, ils continuent leur action. Et il y a eu un petit point, quand même, qu'il faut signaler, c'est les sacs plastiques. Alors ça, c'est quelque chose, c'est un point qui n'avait pas été signalé par le gourou. Bon. Il n'a pas pensé à tout, bon, 15e siècle quand même. Il n'avait pas vu la vision. Voilà, il n'a pas vu le fameux sac plastique. Et en fait, depuis 15 ans, donc le sac plastique, les sacs très très fins, quoi, voilà, sont distribués de plus en plus en Inde, et au niveau pollution, ça fait des ravages, hein, c'est horrible. Donc chez les Bishnoi... Il n'y a pas qu'en Inde. Hein. Non, il n'y a pas qu'en Inde. Bon, donc chez eux, on pourrait imaginer que toute la communauté soit contre, enfin voilà, lutte contre. Et en fait, non, ils ne se rendent pas compte. Pour eux, tout ce qui était emballage, c'était soit des feuilles de bananier, enfin voilà, c'était biodégradable. Ils ne se rendaient pas du tout compte. Et en fait, le plus gros problème, c'était lors de ces grands rassemblements, 400 000 personnes qui ont fait des dunes. Donc pour faire les dunes avant t'imagines quand même, tu as 400 000 personnes qui se retrouvent pour faire une dune, c'est-à-dire qui creusent 400 000 personnes. C'est énorme. Non, mais c'est hallucinant. C'est énorme, quoi. C'est un festival, quoi. De musique, 400 000 personnes, c'est un vrai festival, quoi. Et donc là, forcément, avant, ils prenaient leur écharpe, enfin voilà, pour prendre le sable. Là, c'est plus simple d'avoir un petit sac en plastique. De le remplir. Ils vont en haut, ils ont fait leur action, hop. Mais des fois, ils le jettent aussi. Donc, il y a plein de sacs plastiques. Donc, aïe, quoi. C'est un peu problème. Et en fait, donc, problème. Mais je rencontre un monsieur qui se baladait avec son mégaphone dans les festivals et qui parlait. Moi, je comprenais pas le hindi, enfin, pas exact, je comprenais un tout petit peu, mais je comprenais pas vraiment ce qu'il disait. Et donc, je vais le voir, je demande et chance, il parlait un peu anglais. Donc, il m'explique ce qu'il fait, donc, il se bat contre le plastique depuis 2005 pour éduquer la communauté Bishnoi, pour qu'ils arrêtent de prendre des sacs plastiques pour faire ces dunes et même qu'ils jettent le sac plastique comme ça. Et donc avec son mégaphone tout seul, il se balade, il arpente le festival. Pour changer les choses, c'est dur. Au début, il y avait personne qui le poussait même. Enfin, ils disaient, mais tu te prends pour Dieu, enfin t'es qui Ils se rendaient pas compte. Et là, depuis, moi j'ai vu l'évolution. Là, en 2 ans, en 2007, j'ai vu les sacs plastiques. Et là, à partir de fin 2007, donc quand j'étais l'avant-dernière fois, donc c'était septembre 2007, il avait réussi à obtenir d'un semencier des sacs en toile pour donner. Donc il en a eu, à cette époque-là, il en avait eu 500. Et donc il les donnait en haut pour faire les dunes. Donc il était avec quelques étudiants qui l'aidaient. Et il donnait les sacs. Il dit voilà, prenez ça à la place de votre sac plastique. Moi j'ai un sac où vous me filez votre sac plastique et voilà. Comme ça, moi je le garde et voilà. Il n'y a plus de dispersion, le vent ne va pas l'emmener. Prenez ce sac et vous me le ramenez quand vous aurez fait votre contribution à la dune. Voilà. Et ça, c'était en fin 2007. Donc en mars-avril 2008, quand j'y suis retourné, ça commençait vraiment les gens commençaient à prendre conscience. On félicitait beaucoup plus qu'avant. Et surtout, il a eu 2 fois plus de sacs. Donc il pouvait en donner encore plus. Et là, cette année, en fait, il y a eu encore un peu de soutien au niveau de la communauté, mais pas encore très très haut niveau. Pas encore les leaders politiques. Moi, j'ai essayé d'appuyer un petit peu, parce que je les connaissais assez bien, mais ça n'a pas débloqué des masses.
Et en fait, là, tout récemment, en fait, il a été invité, je l'ai fait venir en France, enfin, voilà, à Courchevel, au Forum international du développement durable. Et en fait, il a pu venir, et donc ça lui a donné une énorme crédibilité. Il a parlé devant des responsables du développement mondial, développement durable, pardon, développement durable. T'as raison. Oui. C'est pas mal non plus, développement mondial. C'est très bien, s'il était mondial, voilà. La tête. Et il a pu parler, il a pu s'exprimer sur la philosophie Bishnoi et aussi sur son combat. Et là, tout récemment, je ne vais pas citer la société, c'est une grosse société de consulting que j'ai vue là il y a une semaine, qui m'a dit on a envie de... Qu'est-ce qu'on peut faire avec toi et avec cette communauté? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc moi, je leur ai dit, voilà, c'est très simple. Il est venu en France, vous l'avez vu, vous voyez qu'il y a ces problèmes de plastique, mais les fonds, pour l'instant, il n'en a pas. Enfin, pas grand monde l'aide. Enfin, s'il y avait un peu plus de moyens financiers ou de personnes qui aident, voilà, ça se passerait beaucoup plus vite, les choses. Et surtout, ça permettrait de... S'il y a des apports d'argent ou même des personnes, genre des bénévoles de France qui viennent montrer l'exemple, ramasser le sac plastique et le mettre dans un truc, on va plus les regarder comme des fous. Voilà, donc en gros, s'il y a une petite aide qui vient de l'extérieur, ça peut faire débloquer beaucoup de choses au niveau politique chez les Vishnoi. Voilà. Non, je vais poser entre nous, ouais. Si on peut dire. C'est peut-être pas politiquement correct la question, mais on trouve de l'argent pour lui. Le gros problème après, dès qu'il y a de l'argent, il faut toujours des contreparties pour les gens. Hein. C'est-à-dire en termes de communication, on fait intervenir des sociétés qui sont d'ici, qu'elles soient de consulting ou autres, qu'ils le font. Bon, après tout, pourquoi pas. Hein. Enfin, je veux dire, les financements ont tous un prix, mais ils sont quand même, enfin ce que je trouve dans ton histoire, ce que je trouve assez beau, c'est que ce sont des gens qui fonctionnent ensemble, qui restent dans une symbolique qui est la leur, dans une géographie qui est la leur, et qui finalement à l'intérieur de cette géographie-là et de cette symbolique-là, ont trouvé finalement un équilibre et une harmonie, une forme d'harmonie. Faire intervenir tout d'un coup des gens de l'extérieur pour les meilleures raisons du monde. Est-ce que c'est pas troubler ça? Est-ce que finalement c'est pas voilà, enfin tu vois, sans... Enfin, mon idée, c'était pas vraiment forcément de faire venir les gens. C'est pas une utilisation. Non, pas du tout. C'est juste, ça fait partie du débat. Je comprends. On se pose tous. Hein. Non, mais je comprends complètement le problème. En fait, l'idée, c'est surtout pas forcément qu'il donne de l'argent à Monsieur Kamourin Bishnoi qui a eu cette vision qu'il fallait qu'il fasse quelque chose pour le plastique, contre le plastique. C'est qu'ils vont financer les sacs. Par exemple, des sacs en toile. D'accord. Genre qui vont, ou même qu'ils envoient, tout bêtement, qu'ils envoient des sacs en toile, qu'ils en envoient 10 000 ou je sais pas combien, et qu'ils envoient des banderoles avec le mot indie, enfin voilà, on peut s'arranger, qu'ils envoient les banderoles pour qu'ils puissent les accrocher. Et ça c'est un point quand même assez rigolo, quand il était à Paris, il m'a dit, Paris c'est très propre. Enfin, voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Et il a vu les poubelles. Il m'a dit, ça c'est génial. Et je lui ai dit, mais moi j'ai envie de mettre. Il m'a dit, j'ai envie de mettre des poubelles. Lesquelles poubelles? Les hautes poubelles? Les poubelles, en fait, avec le sac. D'accord, avec le sac plastique, celles qui sont. Voilà, et comme ça, voilà. En fait, il a dit, moi j'ai envie de mettre ça. J'aimerais bien mettre ça sur les festivals, comme ça les gens, ils ont quelque chose ils ont un endroit pour poser les fameux déchets, quoi. Et donc j'en ai parlé aussi à la boîte de conseil. J'ai dit, pourquoi vous financeriez pas des poubelles? Enfin, des trucs simples, pas forcément comme en France, mais voilà. Et là, ça pourrait vraiment faire développer. Enfin, voilà. Enfin, l'idée c'est ça, c'est que eux, ils peuvent nous apporter énormément de choses, mais nous, enfin, là, pour c'est peut-être un petit problème, mais qui est quand même. Lui, je pense qu'il aurait réussi à le régler tout seul, en mettant, allez, dans 3-4 ans, je pense qu'il aurait réussi à le régler en interne. Et plus ou moins, enfin c'est comme ça que je vois les choses. Et ils auraient créé une pseudo 30e règle contre le plastique, enfin voilà. Ça se serait fait dans tous les cas. Mais si on peut accélérer les choses, diviser par 2 ou 3 le temps, c'est déjà ça. Si on peut faire ça, c'est déjà très bien. Et voilà. Donc, ça fait 15 ans moi que je m'occupe du magazine.
ça m'est jamais arrivé, mais là vraiment je suis sincère, hein, ça m'est jamais arrivé de tomber sur un garçon qui, je veux dire, qui soit cynique par rapport à son boulot, ou qui soit pas passionné complètement par son boulot, qui ne soit pas investi complètement par son boulot. Moi, c'est ce qui fait que j'ai un attachement à la photographie. C'est quand même un... J'ai vu ça dans le cinéma à une certaine époque. Hein. Cet attachement, quoi, comment dirais-je, pas simplement à l'image pour l'image, mais cet attachement avant tout à un sujet, quoi, à un enjeu derrière l'image. Après, il y a un vrai point de vue de regard qui fait que, je sais pas, Jane Evelyn Atwood, c'est pas Frank Vogel, que Frank Vogel, c'est pas, je sais pas, etc. Mais tous, il y a cet attachement hein, très fort. Deux, je pense qu'il y a un attachement aussi pour une raison très simple et qui est quelque chose qui s'oublie beaucoup dans la presse. Alors, beaucoup d'explications à ça, mais qui est qu'il y a un rapport physique quoi, à l'information, c'est-à-dire qu'il y a un rapport au terrain. Et je crois que dès lors qu'on est sur le terrain, c'est finalement de la même nature que lorsque des gens font un voyage dans leur vie, ils sont marqués par leur voyage. Quoi. Donc il ne faut jamais oublier ça. Je pense qu'à un moment, tu te retrouves dans une situation d'éveil très forte parce que tu quittes tes codes, tu quittes ton environnement, tu quittes tes habitudes et tu vas faire le passeur à l'autre bout du monde. C'est-à-dire tu vas chercher à l'autre bout du monde quelque chose que tu vas passer, que tu vas embarquer. Imaginons que l'appareil photo soit une barque, tu charges ta barque, tu reviens sur ta rive du départ et tu décharges la barque, c'est-à-dire tu montres tes photographies. Donc je pense que ça c'est un boulot quoi, qui humainement parlant ne peut pas être fait sans empathie. Souvent les gens ils sont beaucoup en empathie avec le sujet, sans compassion, mais pas au sens catho du terme, passion quoi, avec passion quoi. C'est dans ce sens-là que je l'emploie, on va dire. Et c'est ce qui fait que la photographie aujourd'hui continue d'exister d'une façon incroyable, quoi. Malgré, on aurait pu croire quand même qu'avec l'avènement de la vidéo, de l'internet, des caméras, ils allaient se mettre tous au cinéma. C'est vrai, on aurait pu croire. Surtout qu'il y a des problèmes, on le sait, de support, de publication des images et de la photographie aujourd'hui. Il y a de moins en moins de magazines qui publient, qui produisent surtout les photographes. Non, ça reste quelque chose complètement contemporain, quoi. Mais les photographes, ils sont tous, moi, tous ceux que je connais, tous ceux qui publient dans Géo, mais en règle générale, tous, hein, il y a cet attachement très fort, hein, très fort au sujet, quoi. C'est ça que je veux dire, au sujet. Vraiment. Donc, tant mieux pour le magazine, tant mieux pour l'info, quoi. Tant mieux pour l'information, parce que là, ça raconte pas d'histoire, quoi. La photo. Alors, je sais bien qu'il y a plein de procédés aujourd'hui avec le numérique pour truquer les photos, les revoir, les repeindre, les éclairer ou pas. Ouais. Il n'empêche quand même qu'elle ne triche pas la photo, quoi. Elle triche pas l'information. Voilà. Et ça, moi je trouve que c'est, en fait, c'est très porteur de demain, quoi. Contrairement à ce qu'on imagine. Mais vraiment, quoi. J'espère en apporter la preuve bientôt, mais je suis sûr que c'est très porteur de demain. Puis cette passion-là, on en a besoin, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste que ça anime c'est une des seules qui anime le débat avec le grand reportage documentaire, avec le documentaire, j'allais dire télévisuel, le grand reportage aussi télévisuel, le grand reportage, heureusement, qui continue à exister quand même, pas simplement dans Géo, dans d'autres aussi titres, supports, dans des quotidiens. Je pense au travail que fait aussi Le Monde, par exemple, il y a quand même un vrai boulot de reportage. 21, dans un autre genre, qui est une revue qui vient de se lancer, de reportage, vraiment intéressante. Donc, contrairement à ce qu'on dit, je pense que malgré tout, la crise, etc., le peu de production, la preuve, il est là, de quoi on est en train de parler. Bon. Et il y en a plein un numéro anniversaire, mais il y en a plein des numéros de Géo chaque mois. C'est juste la réalité, qui sont produits, de gens qui vont ailleurs, qui reviennent ici, qui vous racontent des histoires. Voilà. Alors, c'est quand même ça, c'est un peu le kiff quand même. Ça reste quand même une vraie passion, quoi, pour nous et pour tout le monde. On partage des passions. Voilà. On partage des passions. Mais on partage des passions, mais ça aussi c'est une dimension qui est importante. On n'est pas dans l'ego, quoi. Contrairement, parce que les gens vous disent souvent beaucoup d'ego. D'abord, je pense que les gens confondent beaucoup conviction et égocentrisme. Moi, je me suis fait taxer souvent avec un ego démesuré. Un ego démesuré. Si j'avais un ego démesuré, comme je réponds, j'aurais mon site blog, j'aurais faire plein de choses pour ça, ou j'aurais fait un autre métier d'ailleurs, plus devant que derrière.
Non, c'est des convictions, c'est des passions, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie conviction, je trouve, dans les gens qui font ce métier-là. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de, pas de la mission, mais presque un petit peu. C'est pas juste une question de pognon, de se faire plaisir. Et c'est pas un exercice d'ego, parce que tout le boulot, c'est de parler des autres. Quand même, revenir à ça, on est dans une complexité du monde aujourd'hui folle, vraiment une complexité folle, et que ce travail du photojournalisme, si on peut appeler ça comme ça, mais même du voyage, le voyage permet de rentrer dans une intimité que le journalisme ne permet peut-être pas d'atteindre. Toujours le voyage, vous vous posez quelque part, vous rentrez dans un quartier, vous restez 3 semaines dans un même quartier, il y a des choses qui se révèlent à vous. C'est le rapport à l'invisible qui est intéressant, à ce qu'on ne voit pas. C'est dans ce sens-là que la photographie est intéressante. Elle vous amène là où vous ne voyez pas, mais en même temps, dans une photo, il y a toujours une part d'invisible. Mais ce sont des gens dont on parle, ce sont des géographies dont on parle, c'est pas de nous dont on parle. C'est quand même, il parle des Bichneuil, il parle de l'environnement, il parle du développement durable, de ces enjeux toujours présents aujourd'hui. Et tous les photojournalistes, tous les photographes parlent d'autre chose que d'eux, même si ce rapport entre cette autre chose et eux passe par leur regard à eux, donc leur interprétation à eux, leur subjectivité, leur capacité plutôt plasticienne pour les uns, plutôt artistique pour les uns, plutôt très photojournalistique pour les autres, de traduire cette rencontre-là. Franck, heureux d'être dans ce numéro anniversaire. Bah oui, on peut que être heureux. Il représente... Satisfait. Il avait pensé déjà sur le terrain. Le rêve s'est réalisé. Non mais, tu vois, comme je me suis engagé auprès d'eux pour... en fait, Géo m'a donné la première carte pour... c'est la dette. En fait, tu as rempli ta dette, mais au sens, au fond au sens anthropologique du terme. Et même vis-à-vis des Bichneuil, parce que c'est sur ça que je m'étais engagé. Je me dis, je vais promouvoir par tous mes moyens possibles, imaginables. Sachant que, je savais pas si j'allais y arriver ou pas. Hein. Après, je me suis peut-être impliqué énormément et je le voulais. C'est peut-être ça qui a fait que voilà, qu'on se soit rencontrés et voilà. Mais tout au début, je savais pas du tout. Et finalement, c'est peut-être la persévérance d'y avoir cru jusqu'au bout et ça a fini par arriver. Et là, c'est un numéro spécial 30 ans. C'est tout le monde. J'ai rempli ma mission. Première étape. Maintenant, il faut continuer. C'est pas juste. C'est un magazine. C'est génial. Mais maintenant, j'ai envie vraiment de poursuivre la mission. Photo, mais aussi il y a un documentaire que je suis en train de préparer avec une boîte de production à 52 minutes. Et peut-être un livre avec Géo. Bon, ça, pareil, on est en train de voir en interne. Et voilà, donc l'idée c'est vraiment de promouvoir au maximum leur philosophie et d'inviter des personnes comme celui qui est venu à Courchevel pour le Forum international de développement durable, pour qu'ils amènent leur différence, leur vision du monde, peut-être plus écologiste, différente, pour faire avancer les choses, mais dans le monde entier. Voilà, c'est un peu ça le message. C'est peut-être beaucoup ce que je dis, mais c'est peut-être un peu gros, mais c'est vraiment ça que je crois, et c'est ça que j'ai envie de faire, et c'est ça que j'ai envie de défendre. Voilà.